Vous me voyez ravie d'être ici et de prendre la parole aujourd'hui, car cela constitue pour moi l'occasion d'aborder des réflexions que j'ai eu la chance d'élaborer ces derniers mois, grâce à des lectures à travers lesquelles j'ai beaucoup appris. Il y a quelque temps déjà, nous avons décidé dans le groupe d'études dont je fais partie au sein du RPH, et après avoir consacré notre travail à la lecture des œuvres complètes de Freud puis de Lacan, de poursuivre notre étude commune avec d'autres auteurs, dont une dont j'aimerais en particulier vous parler aujourd'hui, et qui, question Oedipe, ne cédait d'aucun arrangement. Il s'agit de Françoise Dolto. Quelle découverte! La détermination de cette femme à considérer chez chacun le désir qui l'anime est considérable. Ce n'est pas une promotion de l'enfant roi que j'ai découvert chez Dolto, comme on peut l'entendre, mais bel et bien une considération pour l'enfant sujet de son désir. C'est un discours très vivifiant. Je vous invite à cette lecture. Et dans cette même voie, il y a chez cette clinicienne un positionnement sans faille face à l'interdit de l'inceste et aux nécessaires attitudes parentales qui possibilisent un dénouement heureux au complexe d'Oedipe. Si aujourd'hui l'héritage de Dolto semble flou, ou en tout cas objet de maintes interprétations, son propos, lui, est clair. Souvent, il va à l'essentiel. Et sa justesse clinique est sans pareille. Lire les réflexions de cette femme, c'est entendre avec d'autres mots ce que j'avais déjà pu lire chez Freud, mais aussi chez Lacan, et ce que j'avais entendu dans ma propre cure et dans la parole des patients et des psychanalysants. Dolto m'est apparue comme une traductrice imparable des névrosés et bien entendu de ceux avec qui elle a beaucoup appris, les enfants. Aussi, je vous propose de suivre les réflexions que m'ont inspiré celles de ces indications que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui pour cheminer dans les arcanes du complexe d'Oedipe et de sa traversée. J'ai retenu 3 aspects de son travail. Nous verrons pour commencer la force que Dolto attribue, sans détour et sans compromis, à la responsabilité de l'adulte, dans l'établissement et la résolution de l'Oedipe. L'adulte, en tant qu'il est garant de l'éducation de l'enfant, est garant de l'interdit de l'inceste. Les propos de Dolto nous aideront à mieux cerner les occasions qui sont données à l'enfant de se saisir de cet interdit et de faire avec, mais à l'inverse, comment parfois, et particulièrement chez ceux que nous rencontrons, il y a refus d'abdiquer face à cet interdit. Je soulignerai pour finir la lecture que Françoise Dolto propose des conséquences d'un tel évitement de la castration, et notamment des conséquences sur le corps. Partons de cette indication simple que Diane a soulignée ce matin, et sur laquelle Dolto ne cesse de revenir. Elle martèle. Nous ne dirons jamais assez que c'est de la connaissance claire de la loi de l'interdit de l'inceste que découle la puissance ordonnée des pulsions. Et nous entendons l'ordre dont elle nous parle, ici, comme celui symbolique auquel l'être consent à se soumettre à la sortie véritable de l'Oedipe lorsqu'il y a eu castration. Cela ne peut se faire qu'à certaines conditions, dont la première est que l'adulte, le parent, édicte l'interdit de l'inceste et vive lui-même selon l'éthique que cet interdit implique. Autrement dit, il ne suffit pas aux parents d'énoncer la loi, encore faut-il qu'il consente à ce qu'elle s'applique à lui aussi pour que l'effet de sa parole porte sur l'enfant. Pas de compromis, ni de petites exceptions. Les satisfactions des désirs incestueux et de leurs substituts ne peuvent être tolérées. L'affaire est trop importante et comme le dit Dolto, accepter cette loi qui régit la société des humains, la loi de l'interdit absolu à jamais de la réalisation du désir incestueux, n'est pas facile. Je reprends alors, l'adulte ne peut pas badiner avec cela. Il a à donner la castration, selon la formule originale qu'emploie Françoise Dolto et qui réhabilite d'une jolie façon, je trouve, le véritable acte d'amour que le parent peut témoigner à son enfant. Or, combien de fois entendons-nous des déclarations contraires? Pour exemple, entendons ces patients qui relatent des nuits passées dans le lit de leurs parents, cet homme qui se plaint mollement que son jeune fils joue à tapoter les fesses de sa mère, cette femme qui se souvient que son père l'a valorisée en la comparant à sa propre épouse, tel autre dont la nudité des parents lui était imposée sous couvert de liberté, un dernier dont le père a abandonné le navire familial, laissant ses enfants seuls au contact de leur mère et de ses ravages. Là et ailleurs, le parent se dérobe de son rôle, celui d'incarner un grand autre,
soumis lui-même à l'ordre symbolique et civilisateur. Un grand autre, barré. Et l'enfant a alors tout le loisir de se nourrir de ses failles et de ses petites privautés pour alimenter ses fantasmes oedipiens et se soustraire, de ci de là, à la castration. Pour que le parent accepte d'endosser ce rôle et de le tenir fermement, aussi fermement qu'il sera nécessaire pour que son enfant traverse et résolve sa crise oedipienne, donc pour que le parent incarne le grand autre barré, encore faut-il que cette barre, cette castration, ait déjà un peu opéré sur sa personne. Dans cette situation inévitable, où le parent sera placé par le développement de son enfant en position d'objet de désir incestueux, il lui est d'un grand secours de pouvoir compter, pour s'en dégager, avec la présence et le soutien de l'autre parent, c'est-à-dire de pouvoir miser sur son couple. C'est là un des messages forts de Dolto, de ceux qui méritent notre attention. Sans embâche, elle affirme « La meilleure façon d'aider tout le monde, c'est d'aider le couple à se retrouver pour que l'Oedipe redevienne possible. » Avant d'ajouter « Le père et la mère, ce doit être clair, attendent le plaisir de leur conjoint et pas de leurs enfants.